J'invite Patricia Miranda du groupe Banque Mondiale qui va animer cette session. Nos panélistes sont Thierry Bedouin de la Banque de France, Jean-Jacques Santini de BNP Paribas, Hibez Zaouid de la Banque centrale marocaine, de Banque El Maghrib, et Hassan Boubri qui va se faire représenter parce que je crois qu'il a un petit souci de santé par son secrétaire général. Je vous laisserai vous présenter, monsieur, parce qu'on ne m'a pas donné la liste. Merci. Monsieur Atmel Al-Alami, qui représente monsieur Bourik. I need a pencil or a pen, if someone can bring that to me. I appreciate it. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis honorée de modérer le panel d'aujourd'hui qui va discuter quels sont les nouveaux défis pour les régulateurs sur la blockchain. Je m'appelle Patricia Miranda, je suis un avocat principal à la Banque mondiale à Washington. Parmi mes activités, je fournis des conseils juridiques sur la technologie d'informatique, y compris la cybersécurité, l'informatique des nuages, la propriété et les traitements des données et la blockchain. Je me suis intéressée à la blockchain parce que je ne pouvais pas la comprendre. Nous savons qu'avec l'émergence de nouveaux risques liés au fonctionnement et à l'organisation des marchés financiers, la technologie blockchain pose de nouveaux défis aux régulateurs monétaires et financiers. Cette table ronde vise notamment à identifier comment les autorités et régulations perçoivent cette technologie grâce aux initiatives lancées à cet égard par les différentes banques centrales et autorités des marchés. Elle abordera également, d'un point de vue général, certains modèles de gouvernance et de régulation liés auditées, initiatives disruptives basées sur la blockchain. Pour parler de ces sujets importants, nous avons le plaisir d'avoir un groupe d'experts. Nous aurons environ 30 minutes pour discuter des questions spécifiques, suivre des questions de l'audience, après quoi nous terminerons la session. À ma droite, Désolée. À ma droite, on a M. Ottoman Khalil El-Alami. Il est juriste de formation et M. El-Alami a effectué la majeure partie de sa carrière au sein de la direction des assurances et de la prévoyance sociale relevant du ministère de l'économie et des finances qu'il a intégré en 1983 en tant que cadre au service des études juridiques et des relations internationales. M. El-Alami a par la suite occupé successivement plusieurs postes de responsabilité au sein de la DAPS, à savoir chef du service des risques divers, chef de la division de contrôle des intermédiaires d'assurance, adjoint au directeur chargé du contrôle des entreprises et des intermédiaires d'assurance et par la suite adjoint au directeur chargé de l'organisation du marché. Avec la transformation à partir de février 2016 de la DAP en autorité de contrôle indépendante, M. El-Alami a occupé au sein de cette autorité les postes de directeur de la protection des assurés et a assuré l'intérim du secrétariat général avant d'être confirmé à ce poste en mai 1917. Suivi à ma gauche, à ma droite, on a M. Thierry Bedouin, directeur de la transformation digitale à la Banque de France. Il dirige la transformation digitale de la Banque de France et de l'autorité de surveillance en France,
CPR. Dans son aventure digitale, il a lancé une approche d'innovation, notamment la création d'un centre d'innovation, les Labs. L'un des principaux résultats de les Labs est la chaîne de chaînes appelée Madre, qu'il a créée avec des banques en France il y a 2 ans. Et à ma gauche maintenant, M. Jean-Jacques Santini, directeur des affaires publiques, BNP Paribas, ancien élève d'EC et de l'ENA. Jean-Jacques Santini a travaillé pendant 4 années au Trésor français avant de rejoindre la Banque nationale de Paris. Après avoir dirigé sa succursale en Belgique, puis pendant 5 ans la BMCI, il a dirigé la banque de détail à l'international aux États-Unis de BNP Paribas, puis a été conseiller de directeur général avant de prendre la responsabilité de la direction des affaires institutionnelles du groupe. Et suivi à ma gauche, Madame Hiba Zawi, directrice de la supervision bancaire à la Banque Al-Maghrib. Elle est ingénieure d'État et génie industriel et expert comptable diplômée. Elle a été consultante en finance d'entreprise au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers à Casablanca pendant 8 années avant de rejoindre la Banque centrale. Après avoir coiffé plusieurs activités de contrôle d'établissement de crédit, elle a pris la responsabilité de la direction de la supervision bancaire, poste qu'elle occupe depuis environ 3 ans. Alors, on va commencer avec des questions. Je pose la première question au monsieur Bédouin. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre infrastructure de blockchain Madre? Quel est le cas d'utilisation et quel type de cadre de régulation avez-vous appliqué? Oui, bien, merci. Voilà, donc effectivement, nous sommes rentrés à la Banque de France dans la blockchain, voilà maintenant 2 ans, avec notre projet Madre. En fait, notre réflexion, c'était de dire si nous souhaitons favoriser l'innovation dans l'économie, eh bien, il faut nous-mêmes, en tant que banque centrale, être un acteur innovant. Être un acteur innovant dans nos relations avec l'ensemble de nos contreparties, avec l'ensemble du système financier. Et nous avons développé au départ dans notre laboratoire d'innovation, dans le lab, un proof of concept sur une blockchain interbancaire. Et cette blockchain, elle est entrée en production en 2017, donc depuis 2 ans maintenant. Nous utilisons cette blockchain en fait pour émettre et distribuer des identifiants de paiement dans le cadre de la zone SEPA, c'est-à-dire Single European Payment Area, qui correspond en fait à un standard des paiements en Europe. Alors, au travers de cette mise en œuvre, on a par exemple réduit le temps d'émission de nos identifiants, de la fourniture de nos identifiants, d'à peu près une durée de 15 jours auparavant à quelques secondes maintenant. Donc, on voit l'effet vraiment efficace de la blockchain. Un point intéressant, c'est qu'en fait, dans cette blockchain, on s'est un peu disrupté nous-mêmes, mais en fait, on a surtout digitalisé notre rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé le rôle d'une banque centrale dans l'émission de ces identifiants de paiement, mais ce que l'on a fait, c'est qu'on a codé notre rôle en fait dans une blockchain. Alors cette blockchain, c'est une base Ethereum, et nous avons construit une infrastructure permissionnée, une architecture privative, on va dire, entre la Banque de France et les banques. Alors dans cette démarche, peut-être un point à souligner, c'est que l'on n'a pas eu le besoin d'avoir un cadre réglementaire particulier, puisque nous étions dans une relation interbancaire, et donc c'est des relations simplement contractuelles qui nous ont permis de travailler avec la communauté bancaire, et nous sommes passés d'un schéma où le registre de paiement, des identifiants de paiement était entièrement la propriété de la Banque de France, de la Banque centrale. On est passé à un schéma en fait de copropriété, dans un schéma donc distribué, de copropriété sur l'utilisation de ce registre. Voilà, alors c'est pour nous, bien sûr, cette étape était une étape de préparation et de gain en compétences sur la blockchain. Cette première application sur la blockchain, c'était pour nous donc une marge d'approche pour aborder bien sûr des sujets plus structurants dont on parle aujourd'hui, bien sûr, sur le rôle d'une banque centrale dans l'utilisation de cette technologie. Merci. Monsieur El Alami, quels sont les principaux cas pratiques ou potentiels d'usage de la blockchain dans le secteur des assurances?
Oui, bonjour. Alors, le domaine des assurances, c'est malheureusement un petit peu le parent pauvre de la blockchain. C'est un secteur qui est en train de mettre en place, en tout cas de s'intéresser à cette technologie. Et il y a un rapport qui date déjà de 4 années, c'est une éternité dans le domaine des nouvelles technologies, qui disait que ça démarrerait par essentiellement les systèmes d'identification numérique et la gestion des données à caractère personnel. Mais même là, probablement, ce sera d'autres acteurs qui vont s'inviter. Les GAFA et évidemment d'autres entreprises qui s'intéressent à ces technologies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en assurance, la blockchain et les nouvelles technologies en général apportent un plus, mais parfois remettent en cause le business plan dans son entièreté. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a des résistances. Si on devait parler rapidement de la voiture connectée et autonome, c'est quelque chose qui va être extrêmement compliqué pour les assureurs parce qu'à terme, on va assurer les fabricants de véhicules et les personnes qui produisent des logiciels et non plus la responsabilité civile des conducteurs. Mais globalement, je dirais que les possibilités de la blockchain au niveau de l'assurance, c'est évidemment au niveau du sinistre, des règlements de sinistre. Ça va apporter plus de flexibilité, une certaine adaptabilité et une manière, c'est-à-dire pour les assureurs, de mettre en commun, par exemple, un réseau de prestataires, typiquement en ce qui concerne l'assurance automobile, par exemple, en mettant à leur disposition un réseau de garagistes ou encore un réseau de cliniques et de médecins avec lesquels ils pourraient traiter. Alors pour ce qui est de la souscription des produits d'assurance, ça peut avoir un intérêt, ça a été dit, pour donc l'inclusion financière. Et dans l'inclusion financière, il y a l'assurance inclusive, avec la microassurance en particulier, et les circuits de distribution à travers les opérateurs de téléphonie mobile permettront effectivement de déployer cette technologie dans les meilleures conditions. Dernier point, je dirais, c'est la subrogation. Lorsque les entreprises d'assurance mettent en commun leur base de données et ce qui leur permet évidemment de partager les coûts et de servir les assurés dans les meilleures conditions. Alors la subrogation, peut-être pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce concept, c'est en fait en assurance de se diriger directement vers son propre assureur qui va régler le sinistre et il va par la suite se retourner contre l'assureur qui est de la personne responsable du sinistre. Voilà, globalement, ce sont les différents aspects sur lesquels on peut voir la blockchain se développer. Merci beaucoup. Monsieur Santini, une question pour vous. Comment une banque telle que BNP Paribas considère-t-elle la blockchain? Avez-vous intégré cette technologie et quels sont les défis à relever pour une telle banque? Merci. Il y a donc 3 questions en une question, mais le temps est le même, je pense. Donc, c'est une private joke, comme on dit en anglais. Oui, bien sûr, on a intégré cette technologie parce que ça fait partie de l'évolution normale de nos métiers. On a beaucoup parlé déjà ce matin de la banque. En ce qui nous concerne, comme vous le savez, on a une approche à la fois très large, puisqu'on a beaucoup de géographie et beaucoup de métiers également. Donc ça touche bon nombre de nos métiers, cette nouvelle technologie. Et donc nous devons l'intégrer, bien évidemment, parce que, comme il a été rappelé ce matin, ça offre beaucoup d'avantages pour nos clients. Donc les principaux avantages, c'est notamment que ça offre des délais qui sont améliorés dans un certain nombre de domaines. Il a été cité ce matin le trade finance, qui est clairement un domaine dans lequel on fait beaucoup d'investissements parce que ça permet d'offrir un meilleur service aux clients. Donc délai, efficacité.
mais il y a de nombreux autres domaines d'application. On regarde ça pour les conventions de crédit demain. Le domaine des paiements est également très important. Les marchés financiers sont un domaine évidemment de prédilection pour cette technologie. Pour l'instant, tout ça est expérimental, encore une fois, parce qu'il faut être bien sûr qu'on renforce la sécurité et pas l'inverse. Et puis, il y a les nouveaux marchés aussi. Donc, je ne sais pas si on parlera tout à l'heure des ICO, peut-être dans la réglementation, puisqu'en France, on a une réglementation des ICO. Et donc, on se prépare évidemment à ça. Alors donc, on veut l'offrir aux consommateurs, mais on ne veut pas y perdre notre âme. Et donc, on doit éviter un certain nombre de risques qui sont associés à cette technologie, risques qui peuvent exister aussi par ailleurs. Donc, bien évidemment, comme il a été rappelé ce matin, la blockchain, ça peut faciliter, le Bitcoin en est un exemple, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou tout simplement l'évasion fiscale. Donc c'est évidemment quelque chose des choses sur lesquelles nos équipes de compliance sont très vigilantes. Deuxièmement, ce qui est très important au-delà de ça, c'est la protection du consommateur, du client, de l'investisseur. Donc certains d'entre vous ont sans doute entendu parler du cas récent de Quadriga CX, cette plateforme canadienne dans laquelle il y avait 115 000 investisseurs. Il y a 180 millions d'euros qui sont partis en fumée parce que l'administrateur de la plateforme est décédé, je ne sais pas si c'est de façon prévisible ou imprévisible, parce qu'il avait une maladie rare, et il était le seul à posséder les codes. Donc tout a disparu. Donc là, on est dans un problème d'organisation de certaines plateformes de gestion d'actifs. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a toutes les tentatives possibles de fraude qui peuvent exister, de cassage des codes. Donc il y a eu des tentatives sur des plateformes, comme ça a été rappelé ce matin. Donc la protection du consommateur et, sujet très important dans le numérique aujourd'hui, la protection des données des consommateurs est aussi évidemment un point d'attention très fort pour nous. Vous avez parlé des défis, et je vais m'arrêter vite. Les défis, c'est évidemment d'adapter nos métiers à ces nouvelles technologies qui sont, dans certains cas, des vraies ruptures. Je prends le métier de la conservation de titres, le custody en anglais. Bon, ça peut bouleverser complètement ce métier, donc on y travaille, mais il est clair que ça a une influence forte sur l'emploi aujourd'hui. L'emploi demain sera sans doute réutilisé, mais pour une entreprise, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut gérer. C'est la première chose. L'autre chose, évidemment, c'est de mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que cette technologie soit un vrai avantage et pas un risque pour le client, tant que tout ça n'est pas sécurisé, d'où l'expérimentation avant de pouvoir généraliser. Voilà, je m'arrête là. Merci. Et Madame Zawi, quelle est la position de Banque Al-Maghrib et du système bancaire marocain par rapport aux nouvelles technologies et par rapport à la blockchain plus spécifiquement? Merci, bonjour. Donc, alors pour Banque Al-Maghrib, bien sûr, la question des innovations technologiques, c'est une question qui est véritablement stratégique. D'ailleurs, au début de cette année, nous avons adopté une stratégie digitale qui a été intégrée en tant que composante clé dans notre plan quinquennal 2019-2023. Et ce que nous allons essayer de chercher à faire à travers cette stratégie digitale, c'est bien sûr d'optimiser nos processus internes. C'est également de voir comment on peut utiliser les innovations technologiques pour nous aider à mieux réaliser nos missions fondamentales, mais c'est également aussi d'offrir davantage de services à notre écosystème, notamment en matière de données. Et un des piliers également très importants de cette stratégie, c'est justement concernant notre rôle en réalité de régulateur, et c'est l'orientation que nous avons retenue à cet égard, c'est de favoriser le développement de services financiers digitalisés, tout en ayant bien évidemment une régulation qui est proportionnée au risque.
Alors, j'évoquerai aussi peut-être 2 outils très structurants sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui vont nous aider à dérouler cette stratégie. Tout d'abord, on a pensé que c'était important de mettre en place une forme de guichet d'accueil unique, ce qu'on appelle un one-stop shop pour les porteurs de projets de la technologie financière. Et donc, l'objectif de ce guichet, c'est justement d'accueillir, d'écouter, de comprendre un petit peu ces projets, de voir comment on peut les canaliser après à travers donc, les interactions avec les autres départements et les autres directions de la Banque centrale. C'est pour nous aussi une façon d'avoir un dialogue en amont avec le marché et de suivre le marché de l'innovation financière et d'anticiper un petit peu sur les besoins réglementaires qui pourraient émaner justement de ces évolutions. Le deuxième outil structurant sur lequel on travaille, c'est la mise en place d'un laboratoire d'innovation. Donc ça va nous aider plus à expérimenter et tester justement ces nouvelles technologies, en particulier la blockchain, pour voir mieux comprendre cette technologie, appréhender ses caractéristiques sur le plan technique, ses opportunités, mais aussi ses défis et ses risques à notre niveau, nous-mêmes en tant que Banque centrale. Alors, en ce qui concerne le marché, on a un petit peu essayé de voir aussi quel était l'intérêt des acteurs financiers. Donc, nous avons mené une enquête auprès des banques au cours de cette année pour voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont. Ce que ça fait ressortir, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des banques sont engagées dans un plan de transformation digitale et qu'elles ont toutes créé leur structure organisationnelle, mis en place aussi des digital factories, et elles essayent aussi de s'ouvrir de plus en plus sur l'écosystème de start-up. Maintenant, s'agissant plus spécifiquement de la technologie blockchain, les banques considèrent à ce stade que ça reste une technologie qui est encore relativement peu mature comparativement à d'autres technologies comme donc, la big data ou les API. Et donc, elles ont en tête un certain nombre de projets, de thématiques qu'elles souhaitent explorer dans les prochains temps, notamment les sujets sur lesquels elles réfléchissent. Ce sont des blockchains de type intragroupe qui vont leur permettre peut-être d'améliorer leur process interne, d'accélérer certaines transactions comme les transferts de fonds ou la connaissance de clients communs, qui sont aujourd'hui des processus onéreux et chronophages. Donc voilà, Merci beaucoup. La prochaine question pour M. Bédouin. Les autorités françaises élaborent une politique favorable aux entreprises de haute technologie. Quel type de réglementation est en cours d'élaboration pour l'utilisation de la blockchain dans les services financiers, s'il vous plaît? Bien, je crois que dans la présentation d'Hubert de ce matin, donc il y avait déjà des éléments sur l'évolution de la réglementation et de la législation en France, mais peut-être intéressant d'y revenir. Et en fait, il y a principalement une démarche à trois étages, hein, pour simplifier. Et le premier étage, eh bien, il est arrivé dès fin 2017, où en fait une ordonnance a été établie pour permettre l'utilisation de la blockchain sur les titres non cotés. Et donc, grâce à cette ordonnance, eh bien, des acteurs peuvent émettre des titres financiers directement sur la blockchain, les enregistrer, gérer des droits de propriété, transférer donc ces titres financiers. Alors, on a cité quelques exemples. Je reviendrai peut-être simplement sur celui de la Société Générale, hein, qui, avec son entité Forge, son entité d'innovation Forge, donc a émis des titres non cotés à hauteur de 100 millions d'euros et qui sont maintenant entièrement gérés dans la blockchain. Alors, pourquoi je reviens sur cet exemple? Parce que, en fait, dès lors que des acteurs commencent à émettre des titres à l'intérieur de la blockchain, se pose toute la question de tous les processus de post-trade, tous les processus qui vont nous amener au règlement livraison. Et c'est là où on rentre dans le domaine, bien sûr, du rôle des banques centrales. Et donc, l'émergence de ces nouveaux usages va amener, en fait, bien entendu, les banques centrales à se poser la question de la possibilité de faire du règlement livraison directement dans la blockchain pour avoir des processus fluides de bout en bout. Alors aujourd'hui, côté Banque de France, eh bien, c'est des sujets que nous ouvrons avec, bien sûr, l'idée de l'expérimentation
Et nous sommes donc très ouverts à des expérimentations dans ce cadre-là, en lien bien entendu avec les autres banques centrales de la zone euro et la BCE. Alors ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, il vient avec la loi Pacte. La loi Pacte, c'est une loi en France sur la croissance et la transformation des entreprises qui a été votée début mai. Et en fait, dans cette loi, eh bien, il y a deux dispositifs qui concernent les actifs numériques. Alors, le premier dispositif, c'est les ICO que l'on citait. Eh bien, cette loi propose maintenant un cadre pour la réglementation de ces ICO. Et en fait, c'est une démarche très proportionnée avec une notion de visa optionnel. C'est-à-dire qu'un émetteur d'ICO peut eh bien, demander un visa, qui est en fait un visa de qualité, à l'autorité des marchés financiers. Et la loi renforce le rôle de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, dans ce rôle-là. Et en fait, eh bien, ce dispositif permet bien sûr d'avoir un rôle très innovant, de permettre les innovations dans le financement des entreprises. C'est un cadre proportionné, comme je l'ai indiqué. Et puis surtout, il apporte un avantage compétitif, puisque ceux qui vont rentrer dans ce dispositif eh bien, auront la possibilité d'assurer des fonctions de publicité avancée, notamment des fonctions de démarchage. Le démarchage qui ne sera pas autorisé pour ceux qui ne rentrent pas dans ce visa optionnel. Deuxième dispositif de la loi Pacte, eh bien, il est là pour encadrer les prestataires de services en actifs numériques, donc en cryptoactifs. Et le dispositif, il est en partie volontaire, c'est-à-dire que des acteurs peuvent demander un agrément toujours à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers, et ce régime, il est volontaire et optionnel. Et puis, également, il est complété par un dispositif obligatoire. Alors, pour les prestataires de services en actifs numériques, qui assurent des fonctions particulières, qui sont les fonctions donc, de conservation d'actifs numériques, ou d'achat-vente de ces cryptoactifs contre de la monnaie légale, eh bien, pour eux, il y a un enregistrement qui est obligatoire. Et donc, dans ce cadre-là, à la fois l'AMF et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, interviennent. La CPR, notamment, sur les aspects lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc voilà, un cadre assez innovant et qui ouvre la voie, bien sûr, à toute la question de l'optimisation des processus de la gestion de ces actifs numériques et sur lequel les banques centrales sont bien sûr très directement impliquées et intéressées. Merci beaucoup. La prochaine question pour M. El Alami. Comment vous expliquez le fait que le secteur des assurances ne connaît pas autant de foisonnement de solutions basées sur la blockchain que le secteur bancaire ou encore le secteur de paiement et des transactions? Oui, en effet. Alors, je commencerai par dire qu'il y a quand même un certain nombre de produits qui existent. Par exemple, il y a certains smart contracts concernant, par exemple, les retards d'avion. C'est-à-dire, on va coupler une assurance à un tableau d'affichage d'un aéroport donné, et lorsqu'il y a un retard qui dépasse un certain délai, l'indemnisation est donnée automatiquement. Il y a également des possibilités, par exemple, en assurance automobile, avec la connectabilité, évidemment, et la gestion du big data, de pouvoir donner des garanties du genre pay when you drive, c'est-à-dire l'assurance ne court que lorsque vous utilisez réellement votre véhicule et non pas lorsqu'il est dans votre garage ou que vous êtes en vacances. Maintenant, effectivement, il y a des freins. Alors les freins, ils sont là parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'opération assurantielle est bien plus complexe que l'opération bancaire, par exemple, parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'inversion du cycle de production qui fait que, moyennant une prime, on vous donne une promesse. Donc le contrat peut être extrêmement complexe, avec des exclusions qu'il faut lire attentivement, et tout ça n'est pas simple à intégrer, en tout cas à gérer informatiquement, je dirais, aujourd'hui. Maintenant,
il y a effectivement des possibilités par rapport aux contrats de masse, je dirais, et on en parlait tout à l'heure, concernant par exemple l'assurance inclusive et le paiement par mobile et la prestation également qui peut être offerte par mobile. Mais, et ça a été dit par M. Santini tout à l'heure, nous, alors, au risque de confirmer l'idée que les régulateurs sont conservateurs, nous, on se pose quand même un certain nombre de questions concernant le traitement juridique des nouveaux entrants, le fait que c'est des opérations qui ont un caractère transfrontalier et automatique. Qui regarde quoi en cas de défaillance, qui est responsable, qui dit prestation dit qu'on peut se plaindre que cette prestation ne soit pas honorée. On peut réclamer, on réclame auprès de qui? Vous voyez, donc il y a un certain nombre de préalables qu'on doit absolument lever, mais évidemment, je suis sûr que les assureurs vont également s'intéresser à la question. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont encore dans la phase de proof of concept. Donc, ils mettent en place des petites structures pour voir un petit peu comment ça fonctionne et pour essayer d'apporter les réponses à toutes ces problématiques. Voilà, madame. Merci beaucoup. La prochaine question pour M. Santini. Au-delà de la question importante mais spécifique des monnaies, faut-il une réglementation pour encadrer les actifs financiers numériques? Oui, donc je ne vais pas parler de crypto-monnaie, ce qui n'est pas la même chose. Mais oui, nous sommes en faveur d'une réglementation parce que, bien évidemment, c'est des activités nouvelles. Et donc, je vais me mettre un instant dans la tête des autorités. Il faut trouver le juste équilibre, comme on a dit tout à l'heure, entre l'innovation et puis le respect d'un certain nombre de principes, comme la protection du consommateur que j'ai cité tout à l'heure, comme éviter le mauvais usage, blanchiment et autres. Donc le régulateur, il doit faire ça en permanence. Et d'ailleurs, il le fait en consultant souvent. Nous, on a participé à la consultation sur les ICO qui a été rappelée tout à l'heure. On était d'ailleurs plus rigoureux que entre parenthèses, que le superviseur à la fin, puisque nous, on était plutôt pour un visa obligatoire et pas pour un visa optionnel pour éviter deux régimes. Bon, c'est une discussion qui a des avantages et des inconvénients sur lesquels je ne vais pas revenir. Donc, nous, on est pour la réglementation et une réglementation équilibrée, donc, comme on dit en anglais, the right balance. On est aussi pour une réglementation qui prenne en compte, c'est l'autre contrainte des régulateurs et des superviseurs, ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire une concurrence égale entre les différentes juridictions. Alors nous, évidemment, on y est bien sensible, puisque comme on est une banque mondiale, tout écart de réglementation ne nous aide pas à mener nos activités. Et donc, on veille à ce que la France est pionnière dans une certaine mesure dans ce domaine. Évidemment, il est souhaitable qu'il y ait des réglementations qui soient comparables dans les autres pays européens et au-delà des autres pays européens à travers le monde. De même qu'il est souhaitable que les acteurs soient régulés de la même façon. Alors, il y a ce qu'on appelle le sandbox, le bac à sable pour les fintech. Ça, on peut concevoir qu'à un stade primaire, l'innovation puisse être favorisée au détriment de la règle, mais il ne faut pas que le sandbox, le bac à sable, il devienne un véritable terrain de football et plus un bac à sable. Et donc ça pose la question de la régulation pour les mêmes activités. Pour nous, même activité, même règles, même supervision. Au-delà du démarrage de l'innovation, c'est ça notre principe et le principe qui guide souvent d'ailleurs les régulateurs et les superviseurs. Et c'est une vraie question à un moment où dans le digital apparaissent non pas des fintech, bien sûr, et les fintech, leur business model, c'est quelque part assez rapidement de s'associer aux banques ou de se revendre aux banques, mais où il y a des grands acteurs numériques, chinois, américains, qui eux, s'ils n'ont pas d'encadrement de règles, vont tout simplement nous remplacer, mais dans d'autres conditions. Merci beaucoup. La dernière question pour Madame Saoui. En tant que superviseur du secteur bancaire, quelles peuvent être, de votre point de vue, les implications de la blockchain en termes de régulation? Oui, alors comme ça a été souligné ce matin, je pense que les blockchains et les cas d'usage, ils font ressortir vraiment des modèles et des réalités qui sont très différentes l'une de l'autre. Donc,
du fait que ce soit un caractère public, que ce soit une blockchain privée, de consortium, quelle est la gouvernance qui est associée donc à cette blockchain, est-ce qu'elle est contrôlée ou pas par un acteur financier régulé. Donc tous ces éléments vont faire des différences très importantes dans la manière dont on peut approcher la blockchain d'un point de vue de régulation. Mais je pense aussi que tous ces éléments montrent qu'on a besoin aussi d'une taxonomie qui est commune et une approche qui soit normalisée au niveau international. Et donc les risques et les défis vont être différents en nature et en intensité en fonction de cette typologie de blockchain et des cas d'usage qui vont être sous-jacents. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau international, bien que l'évolution technologique soit très rapide, on n'a pas encore un cadre international qui soit exhaustif et qui soit harmonisé. Donc aujourd'hui, ce que nous avons, c'est beaucoup plus des orientations sur comment les régulateurs devraient prendre en considération les impacts du développement des fintech. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'au niveau national, on a des politiques qui sont mises en place par les différentes juridictions et qui peuvent s'avérer soit divergentes, soit carrément créant un certain nombre de gaps. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a globalement 3 approches de régulation qui semblent se dégager du benchmark. La première approche, c'est celle du wait and see. Donc, plusieurs régulateurs et autorités préfèrent collecter les données, suivre les business models, évaluer tout d'abord les risques qui sont potentiels avant de formuler en réalité tout cadre réglementaire. Donc cette approche, elle présente l'avantage d'éviter une régulation trop précipitée qui serait inappropriée, mais en même temps, elle peut induire un flou réglementaire et puis aussi s'accompagner d'un risque d'émergence d'activités qui ne sont pas régulées. La deuxième approche, c'est certaines juridictions, donc, comme la France et comme d'autres pays qui ont déjà, je dirais, édicté un certain nombre de standards et de législations. Et la troisième approche, c'est celle du bac à sable ou de la sandbox. Et donc, c'est une approche qui va plus autoriser le développement de blockchain dans le domaine financier, dans un environnement qui soit contrôlé. Donc, c'est une approche qui vise effectivement à balancer entre la volonté de préserver la stabilité financière, mais en même temps d'encourager l'innovation et l'industrie. Mais elle présente également un certain nombre de limites, comme ça a été signalé par M. Santini, la question de la concurrence, de l'équité en termes de régulation, mais aussi ça peut présenter des limites en termes de risques juridiques pour la Banque centrale ou la difficulté même à évaluer certains éléments techniques comme la capacité de traitement ou la scalabilité. Donc, je pense que nous, en tant que régulateurs financiers, on pense que nous avons plus vocation à réguler les services financiers eux-mêmes et non pas la technologie sous-jacente. Et donc, il s'agira de comprendre comment la blockchain et les autres technologies innovantes vont pouvoir, en soutenant les activités financières, respecter ou aider à respecter les principes qui sous-tendent la régulation financière. Tout ça nous interpelle bien évidemment et nous amène à se benchmarker, à coordonner, à écouter les pratiques qui sont réalisées en fait ailleurs, que ce soit au niveau international, mais même au niveau national, les autorités ont besoin de se parler entre elles. Donc il y a des sujets de protection du consommateur, il y a les sujets de concurrence, il y a les sujets de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme, les sujets de données personnelles. Donc toutes les autorités au niveau national ont besoin de coordonner leur action et de dialoguer pour faire face, je dirais, aux responsabilités qui leur incombent. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions de l'audience, s'il vous plaît. Là-bas, à la gauche. À la gauche, là-bas, à l'autre.
Bonjour, je m'appelle Moulit Tejani, donc représentant des masters détection et prévention de la criminalité financière, le premier en Afrique, au monde arabe et la région MENA, troisième au monde. Donc ma question, dans quelle mesure le régulateur peut concilier entre la transparence financière et la protection de la vie privée? La deuxième question, quels sont les enjeux de la blockchain sur la lutte contre la criminalité financière, notamment la fraude en assurance, la fraude bancaire, la fraude fiscale et le blanchiment des capitaux, financement de terrorisme. Et merci beaucoup. Je peux peut-être démarrer et puis je serai sans doute suivi par d'autres. Bien sûr, transparence et protection du consommateur, c'est la mission même des régulateurs que de travailler sur ces domaines-là. Je crois que justement l'ensemble du dispositif réglementaire, il vise à cela. C'est-à-dire que vous avez vu que chaque fois que l'on a notamment avancé sur des aspects législatifs ou réglementaires, la préoccupation, c'était la protection du consommateur. Il y a une réglementation que je n'ai pas citée, mais qui intervient aussi dans l'utilisation de la blockchain et de la tokenisation d'actifs ou d'utilisation de services, par exemple, de type KYC, puisqu'on en a parlé ce matin. Et la blockchain est justement une technologie qui peut être utilisée pour cela. Eh bien, c'est tous les règlements sur la protection des données. Et notamment en Europe, le règlement sur la protection des données, le RGPD, GDPR, est un élément clé dans le dispositif réglementaire. Donc c'est l'association, bien sûr, de tous ces éléments-là qui assure à la fois la protection du consommateur et, bien sûr, la protection de ses données et les éléments nécessaires à sa supervision. Voilà, un élément de réponse, mais qui peut être suivi peut-être par d'autres. Effectivement, je pense qu'un des éléments les plus notables dans l'innovation, c'est l'utilisation des données. Donc c'est vraiment au cœur de l'innovation. Et donc cette utilisation de la donnée, on doit s'assurer à ce qu'il soit fait de manière à respecter la vie privée et qu'il n'y ait pas des pratiques qui soient dommageables pour le consommateur. Donc il y a une réglementation qui existe et il faut s'assurer que les nouvelles technologies ne vont pas aller à l'encontre des principes qui sont en place. Et donc c'est un peu tout le travail qui est fait par les régulateurs sur le terrain. Là-bas, au milieu. Merci beaucoup. Houssam Eddine Bedoui de la Banque islamique de développement. Donc, puisqu'on est dans un panel qui parle de l'aspect régulateur, donc, et avec les régulateurs, donc je me permets de vous poser une question. Qu'est-ce qui est, après 20 mois de la premier document qui est émis par Bank of International Settlements, mars 2018, on est toujours dans la phase 1 de Wait and See pour l'émission de CBDC. Donc, qu'est-ce qu'attendent les régulateurs pour une telle émission? Je me permets de juste dire qu'à la BID, à la Banque islamique de développement, on est en train d'explorer l'émission de digital currencies pour des causes sociales, / inclusion financière, / ODD. Donc, je pense, là, ça rejoint peut-être l'idée de Hicham, tout à l'heure, qui parlait d'une crypto-monnaie ou monnaie digitale pour la région Maghreb. Donc, elle pourrait être pour des causes sociales ou autres. Donc, qu'est-ce qu'attend, ou pour l'Afrique aussi, non, je ne parle pas seulement du Maghreb. Donc, qu'est-ce qu'attendent les régulateurs pour une telle application de la blockchain, comme disait Hubert ce matin? Merci beaucoup. Je sens qu'il faut que je prenne la réponse. D'abord, merci de votre question. Alors, sans doute, depuis 20 mois, il s'est passé un certain nombre de choses, notamment qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés dans la discussion, par exemple Facebook, avec Libra. Mais on peut en tout cas souligner l'intérêt de cette démarche qui a fait prendre conscience qu'il y avait sans doute des cas d'usage d'une monnaie digitale de banque centrale. Et donc ça a sans doute un peu réveillé l'ensemble des acteurs. Et on peut souligner notamment la réponse qui a été apportée
par le rapport de Benoît Cœuré, qui a été nommé dans le cadre du G7, sous la présidence française du G7, donc pour établir ce rapport et définir des lignes directrices. Alors, il ne vous a pas échappé que Benoît Cœuré, d'ailleurs, vient de rejoindre la BIS pour travailler sur des sujets d'innovation. Donc, je vous laisse faire le lien sur l'ensemble de ces sujets, et c'est sans doute un message assez positif. Je dirais, mais vu de la position européenne, bien sûr, du SEBC, quand on regarde l'enjeu d'une monnaie digitale de banque centrale, il apparaît sans doute sur une monnaie de type retail, c'est-à-dire de type grand public, mais en fait pas tant que ça. Les use cases, les cas d'usage peut-être les plus marquants sont sans doute autour d'éléments wholesale, c'est-à-dire d'une monnaie digitale entre acteurs financiers. Et je citais tout à l'heure la notion d'émission de titres financiers, de titres numériques, directement dans la blockchain. Eh bien, on voit que cela ouvre la voie, bien sûr, à la question de fonctions de banque centrale, notamment pour des fonctions de post-trade, de règlement livraison. Et sans doute, cette notion de règlement livraison dans la blockchain est un sujet qui va faire l'objet d'expérimentations. En tout cas, la Banque de France a annoncé qu'elle souhaitait travailler sur ces expérimentations en lien avec les autres banques centrales en Europe et la BCE. J'ajouterai un deuxième cas d'usage qui a été clairement identifié et qui commence maintenant à apparaître au niveau de la communauté internationale. Eh bien, c'est le règlement transfrontalier, les paiements transfrontaliers sur lesquels il faut optimiser les schémas pour le bien, bien sûr, de tous les citoyens. Donc, en fait, voilà deux cas d'usage qui seront sans doute sous les feux des projecteurs par les banques centrales dans leurs expérimentations prochainement, je l'espère. En tout cas, nous nous y préparons à la Banque de France. Oui, peut-être juste pour compléter, je pense que le domaine des paiements, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un domaine dans lequel il y aura sans doute des changements profonds, et c'est un domaine qui devient de plus en plus compétitif, au sens qu'il n'y a plus seulement des banques, mais il y a aussi des acteurs des paiements qui sont très actifs, et donc il y a un projet qui existe, puisque les paiements en Europe sont nationaux, et avec des comportements d'ailleurs qui sont assez différents. Il y a un projet de grande banque européenne de faire un système de paiement européen utilisant les mêmes bases technologiques et qui permettrait, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, de faire de mobile à mobile, si je puis dire, un virement européen sans avoir les délais et les coûts qui ont été rappelés tout à l'heure. Peut-être juste pour compléter un peu par rapport aussi à ce qu'a dit monsieur le gouverneur ce matin, c'est que pour Banque El Maghreb, la question monnaie digitale, banque centrale, c'est aussi un sujet de veille pour nous qui est important. Donc, on voit ce qui se fait au niveau d'un certain nombre de pays, de banques centrales, et on regarde aussi les travaux des instances internationales. Et donc, si on voit les derniers rapports, notamment au niveau du FSB et du comité de paiement et d'infrastructure de marché, c'est quand même des sujets extrêmement complexes qui touchent un peu au paiement, mais aussi à la politique monétaire, à la stabilité financière. Donc, c'est des sujets extrêmement structurants. Et donc, il y a encore beaucoup de vulnérabilité, de fragilité. Il faut être très prudent dans l'approche. Donc voilà, ce n'est pas des sujets qui sont extrêmement simples et qu'on peut aborder de manière très simplifiée. Il y a beaucoup de questions. C'est difficile de choisir qui. La dernière. Ouais, là-bas. Bonjour, donc c'est M. Benbouzid Al-Hakim, chef division informatique à la compagnie d'assurance. L'un des membres du panel a évoqué que il a dit que l'assurance c'est le parent faible, c'est vrai. C'est le parent pauvre plutôt, le parent pauvre de tout ce qui est transformation digitale. Est-ce que c'est le régulateur qui n'a pas adapté ses lois et la réglementation à ces nouvelles technologies, ou bien c'est le conservatisme des compagnies d'assurance qui ne veulent pas s'ouvrir sur ces nouvelles technologies? Ils ne veulent pas partager les données de leurs assurés entre eux, sachant que tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est blockchain, ne va qu'améliorer les prestations de services et gérer bien les sinistres, bien sûr,
et lutter principalement contre la fraude à l'assurance qui peut atteindre dans certains pays 10%. Sachant qu'aux États-Unis aussi, les agences traditionnelles commencent à fermer, donc au détriment de la réussite de la banque en ligne. Et dernièrement à Shanghai, on a assisté avec des experts de Huawei. Ils disent que bank anywhere but never at bank. Ça veut dire la banque, elle est partout puisqu'ils ont réussi la banque en ligne, mais jamais dans la banque traditionnelle, l'agence traditionnelle. Et merci. Oui, alors est-ce que c'est le conservatisme des entreprises d'assurance ou les freins réglementaires? Je dirais mes deux, mon capitaine. En fait, il y a des freins à lever, il y a des contraintes réglementaires à faire évoluer. Nous sommes vraiment conscients que le dispositif réglementaire au Maroc traite de l'assurance traditionnelle. Et l'assurance traditionnelle, évidemment, il y a énormément de contraintes réglementaires, c'est extrêmement cadré. Et l'idée, effectivement, nous en sommes vraiment conscients, c'est de lever ces contraintes, que ce soit en termes de souscription, il faut faciliter la souscription, en termes d'indemnisation, il ne faut pas prolonger les expertises, les multiplier, évidemment quand c'est possible, et puis la distribution également. Et justement, nous sommes engagés dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière avec Banque Maghreb et le ministère des Finances, et nous faisons énormément d'efforts aujourd'hui pour essayer de libérer ces énergies-là. Mais vous savez, en tant que régulateur, il y a aujourd'hui un écosystème qui est là. Nous avons 2200 agents et courtiers. Comment on va aller vers la digitalisation? À quel rythme on va le faire? Ne pas détruire de la valeur, en créer, mais de la détruire. Vous voyez, donc de l'autre côté. Donc nous essayons de faire pour le mieux, mais nous sommes parfaitement conscients qu'il va falloir faire évoluer la réglementation. Alors, du côté des assureurs, c'est vrai qu'il y avait une certaine frilosité, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de démarches et de propositions qui sont mises sur le marché. Enfin, je ne vais pas citer les entreprises, mais il y en a une en particulier qui a fait une annonce il y a quelques semaines de cela sur des projets extrêmement importants à ce niveau-là. Oui, juste sur la banque. Donc, la banque évolue rapidement en Europe, même si ce n'est pas de façon complètement égale entre les différents pays, puisque les réseaux se réduisent. C'est parfois très, très fort ou très violent. Si vous prenez les réseaux espagnols, ils ont été réduits de moitié à peu près depuis le début de la crise. Si vous prenez la Belgique, qui est un pays voisin de la France, ils sont en train de se réduire de plus du tiers sur un temps beaucoup plus limité. En France même, chaque banque réduit son réseau à des rythmes beaucoup plus compatibles avec le pacte social français. Et chaque banque investit beaucoup dans le digital. BNP Paribas investit plus d'1 milliard par an dans le digital pour améliorer ses pratiques digitales. Donc le mouvement, il est là. Il va continuer, se poursuivre. Il faut trouver simplement, là encore, un certain équilibre, comme il a été dit, entre l'innovation, le progrès et l'adaptation compte tenu des contraintes qui existent dans chaque pays. Alors, la dernière question ici à ma droite, pour M. Lafont. Merci beaucoup. Habib Cham, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. J'ai une question qui touche à la maturité de la technologie et également ses effets sur la politique monétaire. Elle s'adresse donc à M. Bédouin, également M. Santini et Mme Zawi. Tout à l'heure, M. Bédouin a indiqué qu'on pouvait maintenant émettre des titres directement sur la blockchain. Alors, je me suis interrogé sur la liquidité de ces titres, mais également, est-ce que ces titres sont refinançables au niveau de la Banque centrale? Est-ce que les banques peuvent les apporter au refinancement au niveau de la Banque de France, par exemple? Merci. Alors, merci de votre question. Là, vous êtes au cœur des sujets vraiment Banque centrale, effectivement. Eh bien, justement, c'est toutes les questions qui s'ouvrent. Alors, et les questions qui nous sont posées par ceux qui émettent ces titres. Alors, d'abord, sur la question du refinancement, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que ces titres ne sont pas éligibles
sur la politique monétaire et sur les processus donc, de refinancement. Néanmoins, la question est ouverte et posée. Donc, ce qui veut dire que c'est probablement un sujet sur lequel nous allons travailler dans les mois qui viennent. Deuxièmement, pour des actions, on va dire, plus classiques de post-trade, c'est-à-dire de règlement en livraison, aujourd'hui, le schéma pour régler un titre qui est numérisé, qui est dans la blockchain, eh bien, il consiste d'abord à sortir de la blockchain et à demander à l'acteur de sortir de la blockchain, d'aller trouver un conservateur de titres central et qui lui-même sera connecté aux infrastructures de marché pour assurer son règlement livraison. Alors, au cours de toutes ces étapes, il y a un certain nombre de jours qui passent pour avoir le règlement. Et donc, ça ouvre la voie, bien sûr, à des questions d'un processus enchaîné, d'un processus directement assuré dans la blockchain pour assurer à ce règlement livraison. C'est un des cas d'usage que nous considérons pour faire une expérimentation donc, de monnaie digitale de banque centrale pour répondre à ce besoin-là. Pour l'instant, bien sûr, ce n'est qu'un des cas d'usage identifiés, mais ça montre bien l'intérêt. Je crois que le vrai trigger, le vrai déclencheur pour une monnaie digitale de banque centrale, c'est la tokenisation de l'économie. Ce n'est pas, en tout cas en Europe, là, une disparition ou une diminution du cash. Ce n'est pas le sujet. Le domaine des paiements, il est quand même largement couvert aujourd'hui par tout un tas de solutions interbancaires. Néanmoins, la tokenisation d'actifs, c'est le véritable déclencheur du besoin d'une monnaie digitale de banque centrale. Voilà un cas d'usage que j'ai pu citer. Oui, je crois que, évidemment, on n'est qu'au début du process, comme il a été rappelé. Donc, une fois qu'il y a les souscriptions, après, il y a la question du marché secondaire et de la liquidité du marché secondaire. Et je pense que ça sera la saison 2 de la réglementation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais il faut terminer la session. Je veux dire que je crois que tout le monde va prendre des leçons de cette session, mais il y a des points communs. On sait qu'il faut adapter, harmoniser, accepter des risques, être inclusif, protéger les consommateurs et des données, etc. Il faut travailler ensemble pour surmonter les défis de la nouvelle technologie et gagner ses bénéfices. Et avec ça, on conclut la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup.